qu'est-ce que le mal et comment procède-t-il? La philosophie scolastique, je crois qu'on dit philosophia perennis, la philosophie pérenne ou éternelle, selon l'Église. La scolastique, ce n'est pas la philosophie du Moyen-Âge, hein. C'est la philosophie de l'Église, hein. C'est Léon XIII qui le dit, c'est la philosophie de l'Église, c'est la philosophie de toujours. Donc la philosophie scolastique définit le mal comme la carence de bien, et plus précisément, la carence d'un bien dû. La formule latine consacrée est la suivante: carentia perfectionis debit. Donc, pour que mal il y ait, il n'est pas nécessaire qu'il y ait absence totale de mal. Une simple carence, que dis-je, pour que mal il y ait, il n'est pas nécessaire qu'il y ait absence totale de bien. Voilà. Pour que mal il y ait, il suffit qu'il y ait la carence d'un bien qui est dû. Bon. Première idée majeure sur la question. Deuxième idée majeure, le mal avance masqué. Et pour avancer, donc il ne se montre pas tel qu'il est, et il se cache derrière un bien apparent, un bien visible, un bien réel parfois, qu'il a conservé afin d'avancer masqué. C'est ce que j'appelle moi le bien alibi. Voilà. Donc je vais vous prendre maintenant 4 exemples pour vous faire comprendre cette idée de la carence d'un bien dû comme définition du mal. Prenons le communisme soviétique. Si vous aviez pu interroger un citoyen soviétique dans les 50, il vous dirait certes le régime n'est pas parfait, mais nous le validons parce que nous avons la sécurité de l'emploi et parce qu'il n'y a pas de criminalité. Nous pourrions opposer à ce citoyen soviétique ceci: la finalité d'un système politique, c'est la défense du bien commun. Le régime soviétique abolit la propriété privée et persécute les âmes. Dès lors, il ne défend pas les biens communs. Dès lors, il est mauvais et on ne peut invoquer un bien réel pour valider le tout qui, lui, est mauvais. Donc, le bien alibi ne peut servir à justifier la nature mauvaise du communisme. Et on ne peut invoquer la sécurité de l'emploi pour valider ce qui combat le bien commun et ce qui combat le salut des âmes. Deuxième exemple, les fausses religions. Les fausses religions ont conservé des éléments de vérité et de bien. Le bien dû par la religion, la seule, la vraie, la seule qui sauve, c'est le catholicisme. Donc la finalité, c'est le salut des âmes. Les fausses religions ont conservé des éléments de vérité, par exemple l'interdiction de l'homicide, mais néanmoins, elles damnent. Je renvoie à Léon XII et son texte Ubi Primum, son encyclique Ubi Primum, hein, donc infailliblement, Léon XII enseigne que les fausses religions damnent. Donc, puisqu'elles damnent, les fausses religions sont des maux. Et on ne peut invoquer les éléments de bien et de vérité qu'il reste pour justifier le tout qui est, lui, mauvais. Donc quand il y a une carence d'un bien dû, il y a un mal. Je me répète. Troisième exemple. La fraternité Saint-Pédis. C'est une société sacerdotale qui se dit catholique. Le bien dû, c'est donc la formation de prêtres catholiques validement ordonnés. La fraternité Saint-Pédis génère un bien qui est réel, à savoir qu'elle ordonne validement des prêtres, dont certains finissent par se convertir et adopter la position de Nunacum d'ailleurs. Merci à Monseigneur Lefebvre, pas pour le constat de la vacance du siège, mais en tout cas pour la transmission du sacrement. Donc la fraternité génère un bien réel qui est le fait d'ordonner validement des prêtres. Seulement, petit problème, la fraternité Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique. Dès lors, un prêtre qui sort des cônes n'est pas un prêtre catholique, c'est un prêtre gallican, rallié de surcroît aujourd'hui à une secte hérétique et schismatique, qui est la secte conciliaire. Bon. Donc,
le bien dû, qui est la formation de prêtres catholiques, n'est pas rempli. Voilà. Il y a une carence d'un bien, puisque la fraternité qui se dit catholique forme des prêtres gallicans, donc la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, c'est un mal. C'est un mal. Dernier exemple, c'est une citation de Pie XI, qui dans Divini Redemptoris nous dit que toute erreur contient une part de vrai. Toute erreur contient une part de vrai. Donc on ne peut se reposer sur une part de vrai pour justifier ou valider une erreur qui, comme son nom l'indique, n'est pas la vérité. Voilà. Donc, il faut apprendre à ne pas se laisser berner par ces biens alibis, quand il y a, à côté de ce bien alibi, une carence de bien. Quand il y a la carence d'un bien dû, il y a mal. Le mal, je ne cesserai de le répéter, c'est la carence d'un bien dû. Quand vous comprenez ça, ça fait progresser votre intelligence parce que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à tous les domaines de la vie. Bon, absolument à tous les domaines de la vie, dans les relations humaines, etc. Bon. Alors là, on a vu ce qu'était le mal. Maintenant, voyons ce qu'est la révolution. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique révolutionnaire ? La métaphysique révolutionnaire, on en a parlé quand j'ai présenté mon livre « La gauche est une maladie mentale », c'est le culte de l'homme. Culte de l'homme qui vise à renverser l'ordre social chrétien et à mettre en bas ce qui doit être en haut et à mettre en haut ce qui doit être en bas. C'est Monseigneur Gaume qui explicite les choses ainsi. Deux petits exemples. L'avortement. Dans une société catholique, l'avortement est interdit, rigoureusement, parce qu'on n'assassine pas les vies innocentes, tout simplement. Dans la société naturaliste dans laquelle nous sommes, c'est l'inverse. L'avortement est autorisé et il est promu et encouragé comme très peu de choses. Bon. Autre exemple, la peine de mort, vous disais-je. Donc, dans les sociétés catholiques, la peine de mort est validée. Je rappelle que le magistère de l'Église a toujours validé la peine de mort. Il l'a même fait de façon éclatante, si je puis dire, et infaillible dans le catéchisme du Concile de Trente. En revanche, dans une société naturaliste comme la nôtre, la peine de mort non seulement est interdite, mais elle est diabolisée. Bon. Je rappelle, parce que ça fait jamais de mal de le rappeler, que je suis favorable à la peine de mort pour châtier les assassins, les terroristes, les violeurs, les pédophiles et les trafiquants de drogue. La société n'a pas à s'excuser de vouloir se protéger de ces fléaux. Voilà. On n'a pas à s'excuser de ça. Bref, la révolution, c'est le culte de l'homme qui vise à renverser l'ordre naturel et l'ordre légal chrétien, si je puis dire. Comment procède la révolution ? Elle procède selon ce que j'appelle sa marche. Et sa marche, c'est quoi ? C'est 2 pas de gauche en avant, 1 pas de droite en arrière. Petite citation. Face à une anthropologie catholique, la Révolution ne pouvait montrer trop ouvertement ses véritables natures, sans risquer de fédérer les forces qui lui sont hostiles. Plutôt que de provoquer un rejet de la greffe par une overdose de gauche, la Révolution a avancé ses pions avec ruse, selon le schéma suivant. 2 pas de gauche en avant, 1 pas de droite en arrière. Ce qui, au final, fait toujours 1 pas de gauche en avant. 3 exemples historiques pour illustrer ça. Le premier, c'est la Révolution française. La Révolution française déchristianise la société pendant 10 ans. La société arrive à un point de rupture. Et pour sauver le patient, pour l'acclimater à la Révolution, Napoléon va faire le Concordat. Le Concordat va réinjecter une dose de catholicisme, ce qui fait que l'intensité, si je puis dire, révolutionnaire, la dynamique révolutionnaire va être fortement réduite. Mais ce recul, donc c'est ce que j'appelle le pas en arrière, est un recul pour mieux sauter. Et au final, l'histoire l'a démontré, on arrive à quoi ? On arrive à mai 68 et Vatican II. Donc le gauchisme surtriomphe partout. Donc ce fameux pas en arrière vise à acclimater les peuples à la Révolution en calmant le jeu. Et ce pas en arrière est toujours un recul pour mieux sauter. Deuxième exemple, c'est la Révolution de 1917.
Quand les bolcheviks prennent le pouvoir, ils nationalisent toute l'économie. L'économie fait faillite. Et pour relancer justement l'économie soviétique, que font-ils ? Ils réintroduisent une dose de capitalisme avec ce qu'on appelle la NEP. Donc, ils font un pas en arrière. Un pas en arrière. Mais, au bout de quelques années, une fois qu'on a relancé la machine, Staline décide qu'on doit mettre un terme à la NEP, et là, il resoviétise toute l'économie en passant par la liquidation des koulaks. Donc, on a fait un pas en arrière pour sauver le bébé parce que le bébé arrivait à un point de rupture. Et au final, recul pour mieux sauter, et on arrive à un surcroît de révolution. Voilà. Troisième exemple, c'est Vatican II. Avec Vatican II, les pseudo-pontificats de Montigny et Wojtyła ont fait 2 pas de gauche en avant, toujours. Et avec le pseudo-pontificat de l'abbé Ratzinger, dit Benoît XVI, on fait un pas en arrière. Avec le rapprochement, enfin, c'est pas un pseudo-rapprochement, avec le rapprochement de la fraternité, la réintégration de la fraternité Saint-Pédis au sein de la secte conciliaire, avec la pseudo-levée des excommunications, demandée à l'initiative de Monseigneur Felet, quand même. Bref. Donc, pas en arrière, sous Benoît XVI, et puis rappelons du motu proprio, etc. Donc, on cherche à limiter les effets de la révolution conciliaire, avec aussi la pseudo-herméneutique de la continuité. En 2007, on fait des documents sur le subsistitine pour nous dire que si, il n'y a pas de problème, c'est dans la continuité du magistère. Et au final, on se mange Bergoglio. Voilà. Donc, on a fait un pas en arrière, et après, on refait 10 pas en avant. Donc, le pas en arrière est toujours un recul pour mieux sauter. Donc la révolution fonctionne comme ceci, puisque c'est un mal. Le mal avance masqué. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Le mal, pour avancer, a besoin d'une part de bien. Donc le mal, avec la révolution, utilise comme bien ce fameux pas en arrière, c'est-à-dire la réduction de ses propres effets. Et le pas en arrière vise non pas à éradiquer le mal révolutionnaire, mais vise au ralentissement de la croissance du mal. Une croissance ralentie, ça reste une croissance. Bon. Si un PIB fait 4% de croissance, c'est bien. S'il fait que 1% de croissance, c'est peu, mais ça reste de la croissance. Bon. Voilà. C'est pareil que la révolution. Quand on ralentit sa croissance, elle continue de croître.